C'est vrai, souvent on dit, lorsque tu as quelqu'un qui a déjà travaillé dans une industrie, ça peut aider. Mais souvent aussi, quand quelqu'un connaît une industrie, ça peut détruire le projet. Parfois, les cofondateurs sont trop dans le « je pense que c'est moi qui ai raison ». Et tu n'écoutes pas réellement pour comprendre d'autres, mais tu écoutes pour répondre. On a l'impression qu'on connaît trop. Et je pense que l'une des choses que je dirais à tous les cofondateurs, c'est « reste humble ». Tu sais pas tout en tout cas. Il est en train de fouiller les CV, d'habitude il n'y a pas les écoles. Et là je vois un candidat qui vient de Stanford. Il a pris son CV, il a mis soigneusement juste à côté. Voilà. Ok. Et on va continuer avec les autres. Ça, c'est discriminatoire. Pas discriminatoire. Il a déjà en tête. Sélectionné. C'est-à-dire, même s'il était dernier à Stanford. Non, c'est pas important. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Rising Classic. Aujourd'hui, nous allons parler d'équipe, de cofondateurs, de partenaires d'affaires. On va vous montrer, on va expliquer un peu nos différentes anecdotes au niveau de nos startups nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on pense de l'écosystème aussi africain, des cofondateurs africains. Vous comprendrez à la fin de l'épisode comment une équipe forte, même avec un projet faible, peut quand même aller loin. Alors les gars, on dit quoi aujourd'hui ? Épuisé, mais ça va. Le rythme n'est pas facile, hein? Non, ça va aller, ça va aller. C'est quand on rentre dans la discussion, ça révèle l'essence. En premier lieu, il s'agira de parler des techniques pour constituer une équipe dirigeante et trouver son associé. Déjà, pour vous, quelle est la conception que vous donnez à un associé? Un associé doit avoir quelles caractéristiques pour qu'on puisse le définir ainsi, comme un associé de travail? Ok. Moi, je vais dire, pour moi, un associé, c'est quelqu'un qui te complète. C'est quelqu'un qui est passionné par des choses qui, toi, ne t'intéressent pas forcément, mais dont tu as la charge, au fait. Dans mon cas, par exemple, oui, j'aime bien faire les maths, c'est-à-dire gérer la comptabilité, faire les projections et tout ça, mais c'est pas forcément cet aspect-là où je pense que je suis le meilleur, au fait. Donc, quand je travaille et que j'ai un associé qui est à l'aise avec ça, qui peut passer 2 heures, 3 heures, 10 heures sur un fichier Excel, pour moi, c'est déjà super. De l'autre côté, un associé, c'est aussi cette personne-là, lorsque je suis au plus bas, au fait, de ma forme, c'est-à-dire lorsque je suis en train de bosser sur le projet, avec un moment, je suis plus très motivé et tout ça, c'est cette personne-là qui commence à reprendre le relais, qui bosse sur le sujet, qui commence à donner d'autres, à avancer sur le projet. Et moi, lorsque je vois ça, je me dis, oh, ok, il est à 100% sur le projet. Moi, au fait, je peux pas juste laisser tomber et puis regarder ailleurs, au fait. Donc, pour moi, c'est la première conception d'un associé, au fait. C'est quelqu'un qui me pousse, au fait, à vouloir donner le meilleur de moi sur un projet. Super. Et comment tu arrives à trouver ça chez quelqu'un? Est-ce que c'est en travaillant? Est-ce que c'est déjà ton ami, quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance? Oui. Je vais dire, pour moi, c'est déjà essayer de travailler au moins sur de petits projets. C'est-à-dire, ça peut être des projets pour un client, un projet d'un mois, d'une semaine, peut-être même les 2 jours. C'est à ce moment-là, au moins, on arrive à voir, au fait, les tempéraments de chacun. Voir, au fait, lorsqu'il y a de la pression, il y a des attentes, comment chacun réagit. Et voir si cette manière de réagir-là, ça ne clash pas forcément avec votre personnalité. Et si tout a l'air soutenable, se dire, ok, bon, je pense que peut-être on pourrait essayer de travailler sur des choses un peu plus grandes. Mais dans le cas contraire, se dire, bon, c'est un ami, c'est une connaissance, peut-être qu'on va pas travailler sur des projets à longue haleine, mais sur des projets beaucoup plus short, ça peut passer, au fait. D'accord. Et toi, je me dis souvent au niveau des startups, lorsqu'on regarde les films tech européens ou américains, on voit que c'est des gens généralement qui sont amis. Peut-être ils font l'université ensemble, ou bien ils sont dans le même quartier, tu vois. Alors que, bon, moi j'ai fait un programme, MEST. Généralement là-bas on nous disait en fait que quand tu es ami avec quelqu'un, il ne faut pas t'associer avec cette personne parce que par moment il peut y avoir des clashs
Et comme vous êtes amis, vous avez déjà une relation antérieure, vous ne vouliez pas, comment dire, entacher cette relation. Donc, vous n'allez pas vous dire des vérités. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Je ne dirais pas que je suis d'accord. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que les personnes, en tout cas avec qui j'ai commencé une start-up, auparavant, on était très proches. Et bon, bien sûr, hein, c'était à Metz en plus, donc on était très proches, Et ce qui nous a permis, nous, de pouvoir voir les qualités de chacun. C'est vrai, je te dirais qu'on a eu des clashs, en réalité. Mais en vrai, c'est que, je pense, pour revenir un peu à ce qu'il disait, en termes de c'est quoi un associé, pour nous, on le voyait comme un mariage. C'est quand tu te maries avec quelqu'un, vous aurez forcément des clashs. Mais maintenant, c'est à vous de penser au projet commun que vous avez et puis d'aller au-delà, disons, des clashs que vous avez. Et surtout que ces clashs, très souvent, c'est toujours en rapport avec la vision que vous avez pour l'entreprise. Donc, réellement, je pense, pour moi, où ça devient difficile, c'est lorsque, par exemple, l'autre ne fait pas ce qu'il a à faire. Je pense que c'est là où il y a le problème. Et je pense que normalement, ça, tu peux le voir comme il a dit, hein, il a parlé de petits projets. Tu pourrais voir, en fait, ces signes-là lorsque vous faites des petits projets ensemble. Ou bien des projets où, disons, beaucoup moins, je dirais, importants que la start-up en elle-même. Donc, là, tu peux voir certains traits de caractère et tu te dis, est-ce que je peux vraiment continuer avec ça? Mais pour moi, je ne suis pas vraiment très d'accord avec dire, je ne travaille pas avec un ami. Parce que si vous deux vous êtes engagés en termes de compétences que vous avez, en termes de passion pour la start-up, en termes de je veux forcément régler ce problème-là, je pense que vous deux, au lieu de deux personnes on va dire, qui ne sont pas vraiment amis, vous deux, ça va vraiment aller beaucoup plus vite. D'accord. Moi, je suis d'un avis un peu opposé au tien. Je pense que j'ai vécu des expériences un peu complexes avec mes amis, avec des personnes qui sont autour de moi. Parce que généralement, quand je travaille sur un projet, j'ai un standard. J'ai un standard. Et lorsqu'on est associé, que je ne sens pas que tu donnes plus que ce que tu devais donner, pour moi, c'est pas même... voilà, l'objectif, ce n'est pas d'atteindre le standard, c'est d'aller au-delà. Parce que c'est ce que je vais faire. Je sais que c'est ce que je vais faire. Donc, quand j'ai pas ces attentes, quand j'ai ces attentes-là et que je ne vois pas un retour, je vais me dire, parce qu'on est amis, parce que c'est pas après le projet, c'est pendant une durée. Si c'est une amitié, par exemple, de 40 ans, 50 ans, c'est pas à cause peut-être d'un projet qui va durer 2 ans, 3 ans, que tu vas venir gâcher cette amitié. Donc, j'ai toujours ce blocage là dans ma tête. Je me dis, est-ce que quand ça va être chaud, là, est-ce que quand ça va, genre, il va falloir se clasher, et puis après, peut-être, il y a des mots qui peuvent sortir. Parce qu'effectivement, si nous deux, on vise loin, tu ne vas pas jouer avec mon avenir. Si moi, je mise sur ce projet-là pour nourrir mes enfants plus tard, tu ne vas pas venir jouer avec. Donc, il peut y avoir peut-être des mots qui peuvent être un peu blessants, un peu trucs, et ça peut risquer d'entacher. Donc, pour me protéger de tout ça, je préfère m'associer avec des gens où je n'aurai pas peur de te dire certaines vérités. Après, on peut devenir amis. Je me dis qu'après, si on s'entend bien, si le projet marche bien, il n'y a rien. On peut devenir amis parce qu'on partage ensemble une passion. Donc, l'amitié peut naître de là. C'est une amitié qui sera née, en fait, du travail. Mais après, tranquille, quoi. En tout cas, ce n'est pas facile. Mais surtout dans le monde des startups, où est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver un cofondateur, un associé fiable ici à Abidjan? Bon, à ce niveau-là, je dirais que ça dépend réellement de son sexe. De son sexe. Je dis par exemple, si c'est des personnes très sociables, ça sera vraiment de after work, à des conférences ou peut-être même de l'école. Parce que la majeure partie du temps, c'est les personnes avec lesquelles on a pu déjà cohabiter, on a pu déjà tester la résilience et tout ça. Donc, à ces lieux-là, on peut rencontrer maintenant de nouvelles personnes, aux after-work et autres. Mais il n'y a pas forcément des formules magiques. Hein. Mais derrière, parce qu'il y a rencontré des personnes qui ont rencontré l'associé juste sur LinkedIn. Ils étaient juste intéressés par une problématique. Ouais, Hassan et Régis, les gars de Jamou. Ah, ok. Ok. Donc, le fait simplement de dire, ok, je cherche un expert dans tel domaine pour me documenter et tout ça. Et
peut-être juste en discutant avec la personne, juste par Google Meet et autres, vous pouvez dire, ah, ok, oui, je cherchais même quelqu'un même qui était intéressé, un profil peut-être technique et autres. Donc, derrière, il n'y a pas forcément de formule magique ou de process, mais c'est réellement trouver la chimie, au fait. C'est-à-dire, se rendre compte que cette personne-là, je pense que on est suffisamment motivé par la vision qu'on a que on peut se dire, OK, on va bosser ensemble. Moi, je me rappelle avec mon équipe, mes 3 associés, une Kenyane et 2 Kenyans. Je pense que lui, il a eu le temps de nous voir lorsqu'on interagissait pour lancer le projet. C'était juste la guerre, au fait. C'est-à-dire, 4 fortes personnalités qui essayaient, au fait, de travailler sur un même projet et qui avaient peut-être une vision légèrement différente, au fait, de quoi était la vision finale. Et pendant le premier mois, c'était... Je pense que pour des gens, lorsque nous revoient, ils disent, attends, vous bossez toujours ensemble, vous faites. Comment vous faites? Ouais. Parce que ce qu'ils ont vu au départ, ils se sont dit, c'était pas possible que ces 4 personnes puissent bosser ensemble. C'est vrai. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce niveau. Ouais, tu sais, juste pour rebondir là-dessus, hein, c'est pourquoi je pense la partie, j'ai envie de dire, engagement et envie et passion pour le projet doit être réelle, en fait. Ouais. Dans ce sens-là où ça se voit très vite lorsque quelqu'un n'est pas engagé. Ouais. La personne ne va même pas discuter. Parce que la personne ne va même pas rebondir sur certaines choses que tu dis. Non. La personne va juste te regarder, ok, allons-y. Dès que tu as quelqu'un qui est dans pour moi, dans ce schéma de, ok, allons-y, c'est une personne très vite qui va te lâcher devant. Oui. Moi, personnellement, pourquoi je le dis? Parce que je me souviens avec la team, on s'est clashé, en fait. C'est vrai qu'on se clashait pas, bon, pas comme pour eux là, mais... mais on se clashait, en fait. Il y a des moments où, en fait, c'est comme si tu veux tellement que ça marche, que tu as toujours l'impression que ce que tu dis est vrai. Et malheureusement, c'est dans je pense que ce que tu dis est vrai, je pense que ce que je dis est vrai, qu'il y a toujours ce clash, il y a toujours ce problème-là. Mais très souvent, quelqu'un qui n'est pas dans ce cadre-là, tu verras que c'est une personne qui va juste te dire, ah ouais, allons-y, c'est pas un souci. Mais devant, cette personne ne fera pas son travail. Donc, quand il dit son travail, je vais dire son rôle. Parce que dans une équipe, vous êtes censé avoir différents rôles. Très souvent aussi, malheureusement, quand les rôles ne sont pas très bien définis, Oui. on se marche sur les pieds. Oui. On pense que c'est moi, je devais faire ci, ou bien l'autre devait faire ça. Et puis après, maintenant, on sait plus qui fait quoi. Tu vois. Donc pour moi, à la fin, je pense que ce qu'il faut juger, c'est pas tellement est-ce que c'est mon ami ou pas, mais c'est plus est-ce que le gars il a la même passion pour le projet? Est-ce que ce gars-là, il a, comment je vais dire, dans les premiers mois, quel a été son engagement sur le projet? C'est vrai que demain, il peut se décourager. On ne sait jamais, ça peut ne pas marcher. Il va vouloir se décourager. Mais là encore, c'est là où je pense la relation que vous avez construite pendant ce temps-là, ou même que la relation que vous aviez avant, va vous permettre maintenant de faire quoi? De dire, ne pas forcément, parce qu'on va se décourager à un certain moment, de ne pas forcément oublier l'essentiel qui est on doit le faire ensemble et puis on doit y arriver. Je pense qu'il a soulevé un très bon point sur le fait que les rôles doivent être bien départagés. Lorsqu'on dit que la personne est CEO, il doit réellement comprendre quelles sont les implications. Si une personne est CPO, les implications, parce que il y a souvent certains petits rôles dans les startups qui se chevauchent. Et les CPO, les CEO. Ouais, CEO, CPO. CPO, même CMO aussi. Oui. C'est ça. Je pense qu'au début d'une startup, même les rôles se chevauchent même. Exactement. Parce qu'on a tendance à essayer de tellement vouloir aider, on a tellement investi au fait, qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on gêne un peu notre collaborateur. C'est ça. Et ça peut être un souci lorsqu'on n'identifie pas ce souci-là, en fait. En tout cas, c'est pour ça que moi, généralement, à Mest, je me suis dit que je pense personnellement que Mest est c'est-à-dire lever des fonds à Mest, c'est compliqué. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué même que de participer à une compétition où on ne te connaît pas. Tu viens, tu pitches là. Après, bon, on va juste regarder ton CV. Tu vois, non? On va voir ce que tu as eu à faire. OK, tu es corporate. Parce qu'à Mest, les gens te suivent pendant 1 an. Ils te voient dans les conditions les plus extrêmes. C'est-à-dire, souvent, quand tu fais discours avec ton équipe, là,
forcément, les fellows vont apprendre. Forcément. Et puis, ils sauront. Parce que nous, en tout cas, notre fellow, ils aimaient Bérin. Non. Ils aimaient Bérin même. C'est-à-dire, quand il y a un disque, on dirait qu'ils voulaient même que certaines équipes se grattent. Et t'as su, quand souvent, genre, une équipe fait discours, on dit, aïe, mais c'est pas ceux-là qui ont pitché ensemble hier là. Et puis, eux-mêmes, au lieu de genre se charger de résoudre, eux-mêmes vont pimenter encore. Ils disent, c'est quoi ces philo là? Donc, c'était tellement compliqué. Il y a plein qui ont craqué parmi nous. Moi-même, je me dis que c'est parce que j'étais dans un pays anglophone que j'ai pas craqué. Si c'était francophone, ben souvent tu es fâché là. Anglais sont pas. Tu es énervé, anglais sont pas. Tu as envie de dire ça en anglais. Mais non, tu vois, non, oh, si c'était en Côte d'Ivoire, très sincèrement, parce que les fellows, surtout que c'est des grands frères, c'est pas des gens qui ont peut-être 20 ans de plus, 30 ans de plus, tu vois. Donc tu es mon grand frère, c'est pas comme si tu as un portfolio tellement vaste, tu investis ici ou bien, je sais pas. On est ensemble ici, sauf que tu as commencé avant moi. Donc un peu de retenue dans tes mots, un peu de... Voilà. Donc moi personnellement, j'ai appris vraiment à me contrôler émotionnellement. Et parce que si on sait que tu es bruyant, dès que Yon vient, on dit c'est lui là. Si tu dis dans ton âge, il peut fuir avec ça. Il peut fuir avec ça. Vraiment, c'était compliqué. Il passe la même chose avec moi. Vu que j'étais le seul francophone de mon équipe, et moi quand j'arrivais, j'étais pas du tout bilingue. Donc, pour avoir à composer avec mon équipe, c'est-à-dire, malgré quand on se clashait, pour essayer de mettre le projet sur place, arrivé un moment, en fait, ils arrivaient au stade où, ok, ils devaient juste mettre et puis écouter, au fait. Parce que ça ne sortait pas, l'anglais ne sortait pas. C'est ça. Ça, c'est le problème de tous les francophones à Mest. C'est le problème. Donc, arrivé à un certain moment, il a dû aussi essayer d'aider les autres, au fait, à se calmer. À essayer de mieux écouter, au fait, ce que les autres disaient. Et puis après, on s'est rendu compte que, mais, au fait, on était tous d'accord, au fait, sur le même projet, sur la même idée. C'était juste qu'on avait l'impression que l'autre disait autre chose. En tout cas, ça c'est un problème. Hein. Parce que, tu sais, si tu dis quelque chose avec colère en français, qui est ta langue, la langue dans laquelle tu as grandi et tout, là, on va sentir la colère. Mais quand tu es en train de traduire en anglais, on ne peut pas sentir cette même colère, là. On se dit, ok, genre, tu es tout doux. Alors que tu es énervé, vraiment, c'est... Tu sais, un point qu'il a soulevé, hein, c'est surtout ce point de être, j'ai envie de dire, self-centered. Oui. Je trouve que malheureusement, on est trop dans... Parfois, les cofondateurs sont trop dans le... Je pense que c'est moi qui ai raison. Oui. Et tu n'écoutes pas réellement pour comprendre l'autre, mais tu écoutes pour répondre. C'est ça. Hein. Et ça, je pense que je l'ai vu, même chez nous, hein, je pense que je l'ai vu, dans d'autres startups, je l'ai vu, où tu te rends bien compte que si les deux s'asseyent juste pour dire ah, voilà ce que je dis, A, B, C. Ils allaient se rendre compte que dans l'autre année, ils disent C, B, A. Mais en réalité, c'est A, B, C que vous avez dit. Ah, d'abord. Tu vois. Et malheureusement, ça, je pense que c'est dû à, j'ai envie de dire, je pense pas dire de la passion. Mais à un moment, on a l'impression qu'on connaît trop. Alors que parfois, il faut juste rester humble. Et je pense que l'une des choses que je dirais à tous les cofondateurs, c'est reste humble. Ouais. Tu sais pas tout, en tout cas. C'est vrai. Ça me fait rappeler aussi une anecdote. Comme j'ai dit dans cet épisode-là, vraiment, vu qu'on est cofondateur, on a déjà monté des startups. Donc, on parle en connaissance de cause, en fait. Et moi, ça me rappelle une anecdote avec mon CEO. Et c'est vrai, souvent on dit, lorsque tu as quelqu'un qui a déjà travaillé dans une industrie, qui maîtrise une industrie, ça peut aider. Mais souvent aussi, quand quelqu'un connaît une industrie, ça peut détruire le projet. Yeah. C'était à peu près le cas ça a failli arriver avec nous, en fait. Parce que, comme notre CEO s'est dit, bon, c'est lui qui connaît l'industrie. C'est le porteur du projet. C'est le porteur du projet, ça c'est un. Et il devait nous enseigner certains aspects. Mais ça ne signifie pas que tu as venu m'enseigner le marketing que je fais depuis 7 ans. Tu vois? Tu vas pas m'enseigner comment marketer un produit parce que je l'ai déjà fait. Tu peux m'expliquer un peu voilà, les régulations. Fais tout ce que tu veux enseigner, c'est regulation. Quelles sont les lois, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la communication. Le reste, c'est moi qui gère. Mais
c'est le gars qui voulait en même temps être CEO, être en même temps CPO, être en même temps... Je vous assure, c'était compliqué. Mais moi, j'arrivais quand même à le cadrer parce on était 2 dans l'équipe à avoir vraiment des fortes, des personnalités hyper, hyper fortes. Et après, actuellement, je me demande comment j'ai réussi à le garder. Mais c'est la passion. C'est un gars qui est tellement passionné que... Moi, je disais tout à l'heure que si tu n'es pas plus passionné que moi, ou bien tu n'as pas le standard plus haut, on ne va pas travailler. Mais lui, là, Nigérien, ce Hausa, là, il m'a montré... Non, c'est un gros bosseur. C'est un fou. Il est plus que passionné, en fait. Donc, par moments, ça nous emmenait aussi à se dire, est-ce que nous-mêmes, c'est pour... Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous-mêmes, on est au niveau? On a envie, même. Alors que, on était tous passionnés parce que, bon, voilà, on aimait vraiment discuter avec les gens qui... Parce qu'on résolvait en réalité un problème. Donc, on avait la passion et puis la tech autour. Donc, je me dis que quand tu travailles avec quelqu'un qui est trop passionné, comment est-ce que tu le ramènes ou tu remarques en fait qu'il est plus passionné que toi? Comment est-ce que tu le ramènes à un standard où vous tous vous pourrez vous entendre? Moi, peut-être que je vais aller à l'encontre de ce que vous pensez. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de trop passionné. Ok. Ce que je considère, c'est qu'on n'a pas les mêmes passions. Dans le sens de... imaginons que moi, je suis passionné par les voitures. Toi, tu as vu, ou bien vous avez vu un problème par rapport aux voitures. Mais la passion que j'ai pour les voitures est complètement différente de la vôtre parce que, si vous voulez, le degré de passion que j'ai pour la voiture n'est pas le même degré de passion que vous avez pour la voiture. Donc finalement, quand on parlera de cela, vous allez voir que je suis un peu beaucoup plus vocal que vous. Donc moi, je considère toujours que c'est une affaire de degré. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de la passion, même peut-être pour d'autres choses qui sont en relation avec ce que la personne est en train de faire. Mais finalement, ce n'est pas forcément pour cette chose-là que vous avez de la passion. Je prends le cas de... ça sera peut-être une question. Hein. Je te dirais, mais est-ce que tu étais aussi passionné que lui par je veux dire quoi, la pharmacie et les médicaments? Pas autant que lui. Exactement, en fait. Pas autant que lui. Sûrement que tu étais passionné par le fait de marketer le produit. Par la tech. Par la technologie. Tu vois un peu. C'est ce qui me passionnait. Ouais. Exactement. Et cette passion-là, tu peux réellement la transverser dans d'autres industries. Mais lui, c'est l'industrie même qui lui plaît. C'est vrai. Tu vois un peu. Donc, je me dis toujours que c'est pas qu'il est trop passionné, c'est juste que vous n'avez pas encore le même degré de passion. C'est vrai. Ça fait des degrés de passion. À mon niveau, en fait, avec mon équipe, je vais dire, vu qu'on a la différentes personnalités très fortes, c'est d'arriver au niveau où on ne s'égare pas, en fait. C'est-à-dire, bien souvent, vu que le projet a de nombreux aspects, c'est très facile pour l'un des associés de réellement tirer vers le côté où il aime le plus. Exactement. Voilà. Par exemple, moi, ma lead tech, elle aime beaucoup tout ce qui est côté sécurité, testing et autres. Donc, lorsqu'on travaille sur cet aspect du produit, t'as pas besoin de la relancer ou de faire quelque chose. Elle est déjà à fond. Mais lorsqu'on commence à parler beaucoup plus de cas de notre métier, le recrutement, tu vas voir que, ok, tu l'envoies le message, ok, oui, j'ai vu, j'ai vu. Voilà. Ok, en fait, c'est pas forcément où là, mais. Exactement. Donc, à ce niveau-là, comme tu connais tes associés, tu sais, au fait, comment les remotiver. Tu sais, en fait, quand tu te rends compte que, ok, la team, l'engagement commence à baisser un peu plus, tu te dis, ok, ça fait un moment, on n'a pas travaillé sur cet aspect du projet, là. Tu vas te rendre compte que la personne s'enflamme en même temps dans le meeting. Moi, te dis, ok, oui, j'ai de nouvelles idées, je voulais faire ci, je voulais faire cela. C'est tellement vrai, vrai. Il faut pouvoir, en fait, arriver, en fait, à ne pas, juste comme il disait, juste se regarder soi. De dire, ok, voici ma vision, voici ce que je veux. Mais mes associés à côté, comment, en fait, tu peux maintenir ce niveau d'engagement, hein? Surtout que moi, dans mon équipe, on est tous dans des pays différents. Moi, je suis seul à Abidjan. Il y a l'autre qui est à cheval entre Abidjan, toujours à Lagos et les États-Unis. Et les deux autres sont au Kenya, mais même pas dans la même ville du tout. Donc, on est tous en ligne. Je dis ça de tous les temps.
Et c'est la même chose avec les employés. Ils sont tous aussi à distance. Très sincèrement. Donc, il fallait trouver au fait, un cas de travail où chacun est suffisamment engagé. Lorsqu'il y a des meetings et autres, on ne paye personne au fait, quoi. Moi, je pense que, très sincèrement, je te l'ai dit depuis longtemps, mais Kotlin doit être en fait pris comme une référence en termes d'équipe. Parce que se garder aussi longtemps, c'est-à-dire après les clashs déjà à Metz, et peut-être même 7 ans après, vous êtes dans des pays différents, Ça vous fait arrivez 7 quand ans. même. Oui. Ça signifie que vous avez une vraie culture interne. Et il y a beaucoup de startups qui ne comprennent pas ça. Moi, par exemple, lorsqu'on était dans les Capstone et que je travaillais avec certaines équipes, moi, je regardais beaucoup les vidéos de YC, hein, très sincèrement. C'est vrai qu'on apprenait beaucoup des fellows, mais j'aimais beaucoup approfondir aussi avec les gars de YC. Donc, généralement, lorsqu'ils parlent de comment résoudre une dispute, ils avaient un framework. C'est-à-dire, tellement que tout est tech, même dans la dispute encore, il y a un framework. Il y a un framework. Et ils ont dit une phrase qui est tellement vraie. Si on n'avait pas de processus pour régler un discours, vous n'allez jamais régler un discours. Oh. C'est pas possible. Parce que régler un discours, c'est pas pour dire, bon, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Non, quel est le consensus? Comment est-ce qu'on arrive à coopérer? Comment est-ce qu'on avance? Donc, s'il n'y a pas de règles et chaque équipe, chaque start-up doit avoir, en fait, en fonction des personnalités des cofondateurs, un ensemble de règles qui feront que les disputes ne vont même pas durer longtemps, en fait. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et on n'avance pas. Après, chacun est fâché, on ne se parle pas pendant au moins quelques temps. Donc, vraiment, vraiment, chapeau à Kotlin, chapeau à vous. C'est pas facile. C'est une bataille de tous les jours. Donc, non, mais on le sait. C'est comme vous avez dit, c'est un mariage. oui. Un mariage, il doit avoir, et c'est le fait même que vous avez peut-être beaucoup de disputes qui fait que vous connaissez mieux, en fait. Vous êtes vrai, vous parlez franchement. Voilà. En tout cas, chapeau à vous. Merci. Donc déjà, on va aussi parler de la diaspora. Quel est le rôle de la diaspora dans l'écosystème, lorsqu'on parle de cofondateur? Est-ce que avoir un gars de la diaspora dans son équipe, ça booste ses chances de lever des fonds? Parce qu'on peut citer beaucoup d'exemples. Hein. Donc est-ce que pour lancer son projet, on doit forcément Tu veux dire diaspora ou bien tu veux dire quelqu'un qui vient de là-bas? Quelqu'un qui vient de là-bas. Ouais, diaspora, c'est quelqu'un qui est ici et qui est parti là-bas. Non, mais même si tu es ici, tu es parti là-bas, tu es revenu, ça te booste un peu. Donc, quand même, dès que tu reviens, dès que tu bouges, okay, dès que tu montes à l'avion, tu t'en vas, tu viens en même temps dans ton portfolio, on dit tu es allé là. On te donne l'argent. Moi, je dirais que c'est une affaire de pédigré. Ok. Quand j'ai dit pédigré là, je parle plus de... Je crois que j'ai déjà pris cet exemple-là une fois ici. J'ai dit, est-ce que si tu prends quelqu'un qui a fait Harvard, puis tu prends quelqu'un qui a fait l'université Félix Houphouët-Boigny, si toi-même c'était toi, tu devais choisir entre les deux là, est-ce que tu es sûr que tu avais choisi à première vue en tout cas, le gars de l'université Félix Houphouët-Boigny? Et très souvent... Je peux répondre. Vas-y. Souvent on dit dans le monde anglophone... Attends, à compétence égale. À compétence égale. On dit tout est égal. Et puis voilà, tout ce qui change, ce sont les deux choses. Là. Et après mon frère qui est resté ici. Pourquoi? Parce que il a lutté bus chaque jour pour aller, mais malgré ça, là, il a les mêmes compétences que quelqu'un qui a fait Harvard. Je vais reprendre ma casquette de recruteur. Il y a ces cas-là, il est en train de fouiller les CV. D'habitude, il n'y a pas les écoles. Et là, je vois un candidat qui vient de Stanford. Il vient de Stanford. Il veut la clé. Il disait que dans la boîte. D'accord, il a pris son CV, il a mis soigneusement juste à côté. Voilà. Okay. Et on va continuer avec les autres. D'accord. Ça, c'est discriminatoire. Pas discriminatoire. Lui, il a déjà en tête. Sélectionné. C'est-à-dire, même s'il était dernier à Stanford. Non, c'est pas important. Il n'y a pas le rang sur le... Je sais que mon client sera content de voir ces profils-là. Okay. Donc, non, en fait, c'est juste ça. Moi, je pense que c'est une affaire de pédigré. Ok. Malheureusement, je dirais, quand tu viens de l'extérieur, on a toujours cette mentalité de c'est beaucoup mieux là-bas. Mais aussi, il faut regarder, comme je crois qu'on en a parlé dans un autre épisode, la plupart des vies ici sont de l'autre côté, ils viennent de l'autre côté. Donc, ils se disent que forcément, quelqu'un qui a eu leur éducation, c'est quelqu'un qui est très bon.
comparé à l'éducation que quelqu'un va avoir en Afrique, surtout qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissaient pas vraiment l'Afrique avant d'entendre parler de start-up. Donc, ils ne sont pas sûrs que c'est au même niveau que de l'autre côté. Donc, ce qui fait que moi, hein, c'est juste mon avis, mais je pense que dès que tu as le diplôme d'un endroit qu'ils connaissent, directement pour eux, c'est plus facile de faire confiance. Tu vois. Et si tu n'as pas le diplôme d'un endroit qu'ils connaissent, c'est que tu as prouvé quelque chose avant. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu as prouvé? Et c'est là où, on va dire, nous, en tant que personnes qui n'avons pas forcément fait l'autre côté, c'est là, en fait, où on va essayer de se démarquer. En faisant des choses sur le terrain qui vont prouver que, bon, écoutez, ce gars, il a l'expérience réelle pour pouvoir y arriver. Exactement. Je pense que là, il faut beaucoup pouvoir compenser. C'est-à-dire, si tu viens lever et que tu es dans l'agriculture, lorsque tu discutes avec les VC, ils doivent pouvoir comprendre que tu es un expert au fait de ce domaine-là. Que tu maîtrises. Que, vu que cette personne a fait Stanford, a fait Harvard, mais cette personne n'a pas cette culture-là. C'est pas forcément le profil idéal pour ce projet. Exactement. La personne est peut-être super cultivée, tout ça à ses réseaux, mais c'est pas la personne idéale. La majeure partie du temps, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vous mettre en relation. Pour voir si la personne peut avoir peut-être un rôle dans la compagnie et autres. Mais là, par exemple, on prend le cas des startups Nigeria. La majeure partie du temps, c'est des profils de la diaspora ou des personnes même qui sont nées, qui ont fait toute leur étude au Nigeria. Et ça ne cause pas de problème. Et c'est le deuxième pays qui reçoit le plus de financement derrière. Okay. Mais il ne faut pas se voiler la face aussi. On peut voir aussi que certains VC privilégient ou semblent donner l'impression qu'ils privilégient au fait l'entreprise où il y a des personnes de la diaspora ou des personnes d'autres races au fait, que ce soit des blancs ou des asiatiques. Et ça, par exemple, c'était une polémique en 2020 au Kenya. Okay. Au Kenya. La majeure partie des startups qu'on connaît au Kenya ont des associés qui ne viennent pas forcément d'Afrique. Qui ne viennent pas forcément d'Afrique. Et c'était une grosse polémique. Et là encore, si on avance encore sur ce sujet-là, on se rend compte que cette année, par exemple, le plus grand nombre de financements reçus, c'était encore au Kenya. Donc, est-ce qu'il y a corrélation ou causation? Il y a causalité. Une causalité. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que les fondeurs qui sont au Kenya n'arrivent peut-être pas à avoir à proposer au fait de la qualité à proposer au VC, puisque au Nigeria, c'est pas le cas au fait, ou c'est moins le cas. Donc, il y a vraiment une recherche à faire à ce niveau-là. Ou peut-être même, je pense qu'on a discuté un peu avec Michael, voir ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe réellement en fait. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple? Parce que ça, on n'a pas encore peut-être fait d'études dessus. Oui, exactement. En fait, je pense qu'il y a des trends, on pourrait voir certaines trends, hein, si cette étude est faite. Yeah. Je pense qu'on va sûrement la faire. Mais on pourrait vraiment voir sur certaines trends. Moi, réellement, je ne veux vraiment pas cantonner ça à, comment je vais dire, à la race. Exactement. Je ne veux vraiment pas cantonner ça à la race. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas forcément une histoire de race, mais c'est beaucoup plus une histoire de pédigré. Exactement. Je pense aussi que quelqu'un, je prends la trempe de Steven Bedi, par exemple, aujourd'hui dit, il va commencer une autre start-up. Je pense que ça, à cause de sa trempe, ou de ce qu'il a déjà fait, sûr, il va recevoir en fait. Exactement. Donc moi, c'est juste une affaire de pédigré. Malheureusement, ça dépend de comment aussi on évalue le pédigré. Quels sont les critères qu'on regarde pour pouvoir évaluer le pédigré. Donc c'est là peut-être ça qu'on devra changer. C'est ça. Et ça m'a fait penser à quelqu'un que tu connais bien, de Complete Farmer, Desmond. Desmond. Ce gars-là. Oui. Mais en même temps, Avant que tu avances, confidence qu'il m'avait faite, parce qu'on avait fait un programme ensemble au Nigeria, c'était que pour lui, c'était beaucoup plus simple, par exemple, de vivre à Londres que de vivre au Ghana. Mais du fait qu'il aimait beaucoup son projet, il voyait réellement l'impact qu'il pouvait avoir et tout ça. Pour lui faire ce choix-là, tu te dis, OK, j'ai vu maintenant au Ghana, ma vie au Ghana et tout ça. OK, quand j'ai peut-être du temps, il peut retourner au UK et puis, bon, faire ce que j'ai à faire là-bas. Donc, c'est réellement pour montrer qu'il est super passionné. Et je pense que quand tu voyais son visage, tu te rends compte qu'il dort très peu. Il dort très peu. C'est un gros bosseur.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières d'avoir du pédigré. Et je crois l'une des manières, comme il a dit, c'est connaître son industrie de A jusqu'à Z. En fait, on a l'impression que toi, tu es l'expert qu'on recherchait sur le projet. Maintenant, ça, pour y arriver, ça veut dire que soit tu as travaillé quelque part, ou tu t'es réellement intéressé à l'industrie et puis tu as pu avoir ce qu'il fallait comme bagage, en fait. Donc, ce qui fait que même quand tu vas devant le VC, la manière dont tu parles, la manière dont tu présentes le projet, la manière dont tu connais le marché, tu maîtrises l'industrie, ça va sûrement se refléter. Et je ne pense pas que si tu prends un Régis ou bien Hassan Bougie, bon, c'est vrai aussi que quand même, attends, je vais me calmer là. Quand même, je pense que les deux, quand même, ils avaient déjà quelque chose à faire. Mais quelle autre startup qui a levé déjà? C'est notre pays. Voilà, Synetp. Je ne pense pas qu'ils aient fait de si grosses universités que ça. Mais c'était des personnes qui connaissaient réellement. Et puis, ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient dans l'industrie Oui. qu'ils connaissaient réellement leur industrie. Donc, quelqu'un comme ça qui va lever des fonds, surtout qu'il a bootstrappé, on en a parlé dans un autre épisode. Donc, c'est comme s'il est passé par tout ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre son industrie. Lui, c'est sûr qu'il va avoir ce qu'il y a à avoir. Maintenant, pour revenir à l'autre, est-ce que le gars qui fait groupe locaux, moi, je dirais encore que l'éducation que tu as Oui. montre un peu aussi ce que tu peux faire. Je ne dis pas que le groupe logo c'est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, excusez-moi. Ah, moi, j'ai fait groupe logo. Non, c'est Donc, pas si ce tu as que dit je suis c'est en train de mauvais. dire. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est juste qu'on a encore cette perception-là que Ouais. c'est, si tu veux, l'éducation européenne ou anglo-saxonne qui est la meilleure. La preuve, chaque jour, nos parents ici cherchent bourse pour les enfants pour aller de l'autre côté. Tu vois. Donc, on a toujours cette impression-là. Donc, ce qui fait que s'il y a deux personnes aujourd'hui étudiantes qui sortent, qui viennent d'avoir leur master, un qui était ici et l'autre qui était en Europe, même si c'est, bon, pas forcément une école boutique, mais une bonne école européenne, on va se dire que ce gars-là il a un peu plus d'expérience et surtout que là-bas, ils ont parfois des stages qu'ils font. Ici, là, tu finis même stage, même, tu fais pas stage même quand tu finis. Donc, ils ont des petits stages qu'ils font, ils ont des petits, si tu veux, des petits jobs qu'ils font, qui leur donnent une petite expérience. Et très souvent, c'est ça que les gars vont regarder. Donc, moi, quand je dis pédigré, je me dis, notre système éducatif, malheureusement, aussi nous rend, comment je vais dire ça, Conditionne, ouais. nous conditionne et malheureusement nous bloque dès un C'est certain vrai, moment. j'ai Tu voulu vois. parler de ça. Et c'est réellement ça, en fait, en tout cas, si tu prends deux étudiants, là, je parle de deux diplômés, c'est réellement ça qui fera la différence. C'est ça. Mais si c'est deux personnes qui ont l'expérience, c'est ceux qui vont choisir la personne qui a l'expérience du marché. Oui. Parce que la personne a vraiment l'expérience du marché. Donc, on peut réellement, on a dit la dernière fois, les VC, eux, c'est un pari. Et ils veulent s'assurer que quand ils font le pari, ça va donner demain. 300%. Réellement, il faudrait que je choisisse le founder. Je pense que ce founder-là connaisse le marché. Et à ce niveau-là aussi, en tant que fondeuse, il faut pouvoir toujours s'auto-former. C'est-à-dire, il y a plein de certificats de Stanford, d'Harvard qui sont disponibles en ligne. Il y a des programmes de HEC et autres. Il y en a pour toutes les bourses, il y en a qui coûtent $100, d'autres qui coûtent $1 500 et autres. Donc, en essayant en fait de suivre ces différents types de programmes-là et à son profil, ça permet en fait au VC de pouvoir se dire, OK, ce gars-là, en fait, même s'il n'est pas venu étudier à plein temps chez nous, il s'est au moins frotté au fait à nos standards de formation et déjà de rendu de travail. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours s'auto-former. Ne pas juste se caler pour dire, OK, je suis dans mon business, je suis mon business. M'auto-former, c'est la dernière chose que je vais faire, au fait, parce que j'ai pas de temps. Donc, derrière, il faut pouvoir se dire, qu'est-ce que le VC recherche? Et si l'une des conditions importantes pour le VC, c'est notre pédigré ou les formations qu'on a faites, il faut juste fournir au VC ce qu'il veut. Et derrière, capitaliser sur ses compétences, sur son savoir du terrain ici, au fait. Exactement. Ça me rappelle en fait les founders qui se préparent bien, c'est-à-dire qui arrivent à créer un portfolio juste pour lever. Exactement. Et pendant qu'on faisait, on travaillait sur notre startup au Ghana durant le programme. On faisait beaucoup de market research, donc de competitive analysis. Donc, on est tombé sur une dame qui a fait pratiquement ce que nous, on voulait faire en fait au Nigeria.
Elle a fait les plus grosses universités des États-Unis. Son anglais même, quand tu écoutes son anglais, c'est pas anglais de Igbo, tu entends tout. Non, hein. En fait, c'est tellement limpide. Et puis, elle a la tchatch. Elle a le pédigré, comme tu as dit. Mais elle a fait seulement 3 ans, 4 ans sur le marché. Et notre CEO dit qu'il la connaît personnellement parce ils ont déjà participé à des pitchs, des compétitions. Parce que quand tu vas, peut-être après, je vais vous montrer, peut-être offline, je vais vous montrer un peu ses vidéos sur YouTube. Non, mais elle est forte. Elle a participé à la compétition de Jack Ma. Elle a remporté. Elle a compéti plein de compétitions au Nigeria. Elle a eu combien de grunts? Mais derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Et ça me rappelle aussi, parce que comme mon CEO m'a parlé d'elle, il m'a montré une Américaine qui a fait pratiquement la même chose dans le secteur. On dit, elle était quoi? Elon Musk des femmes. Vous n'avez jamais Oui, entendu oui, ça? oui, oui. Ah bon? Tu as jamais entendu parler de oui, ça? Le sang. Où elle prenait des flacons de sang, oui, elle tout à disait fait. qu'elle avait un Elle système. a menti, là. Ah, Une donc vous voyez menteuse. que le pédigré aussi, toi tu es vice, il faut dire au vice que le Non. pédigré. Là. Tu vois, par exemple, juste que la dame qui était au Nigeria comme ça, elle était très bonne en storytelling. Et je pense que c'est aussi là où, en tant que fondateur, on doit pouvoir travailler aussi. C'est ça. Parce que aussi, je pense que nous ne savons pas réellement faire du storytelling. Et moi, réellement, le storytelling, je ne savais pas ce que c'était. Ah, Dieu merci, on est passé par Mest Africa. Mais le storytelling seul, ça vend. Ça Voilà. vend, ça vend. Ça vend, en fait. Et c'est pour ça que tu verras ce qu'on appelle les serial pitchers aller des storytelling en storytelling. Storytelling. Ils vont rafler tous les grants, toutes les subventions, mais derrière, ils n'ont pas forcément la connaissance du marché. Ça n'a pas délivré. La connaissance opérationnelle. Donc, à la fin, tu te rends compte que, a fait 5 ans dedans, il a vécu des grants. Et puis, bon, la startup n'a pas avancé. Donc, je pense que c'est l'une des choses sur laquelle les fondateurs francophones doivent travailler. Le storytelling. Moi, quand je regarde un pitch deck, je ne vois pas de story. La plupart des pitch decks que je vois là, il n'y a pas de story. Comment on appelle ça? C'est blunt. C'est brut. Il n'y a pas de connexion émotionnelle. C'est flat, tu vois. Et le storytelling, ça marche. Malheureusement, nos gars ne savent pas forcément le faire. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes aussi, pour raconter leur histoire, ils ne savent pas le faire. Quelle est leur connexion au projet, ils ne savent pas le faire. Donc, tu verras que peut-être que le gars, il a le pédigré, peut-être qu'il a le truc, mais il ne sait même pas se vendre, en fait. Il ne sait même pas vendre la chose. Donc, à la fin, là, tu te rends compte que... Bon, là, La dame, là, son storytelling, finalement, nous tous, on ne connaissait pas que... Quand j'avais 18 ans, mon père est décédé. voilà, tu vois, le storytelling. Il est décédé. Il était au Nigeria, il est décédé parce qu'il a consommé des médicaments. On connaissait tous son pitch par cœur. Mais est-ce que tu ne te sentais pas connecté? Bien sûr. Exactement. En fait, tu as l'impression même qu'elle pleure. Tu as l'impression... Non, elle est professionnelle. Je vais vous montrer ses vidéos. C'était vraiment... C'est ça. En fait, c'est là parce que de manière théorique, on a entendu parler du storytelling, mais c'est pendant même les périodes du pitch final où Yon vient avec ses collaborateurs, des gens qui paraissent durs, qui ne te connaissent pas, donc ils vont te donner des feedbacks crus, tu vois, non? Donc si ceux-là, tu n'as pas réussi à les convaincre avec ton storytelling, tu es mal barré. Tu es mal barré. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les incubateurs ici en Côte d'Ivoire connaissent Le storytelling. Ouais, est-ce qu'ils connaissent cet enjeu-là? Je vais dire, ça dépend réellement. Je connais des personnes qui sont spécialisées dedans, qui font des formations, comme M. Baye par exemple, qui fait certains ateliers gratuitement. Mais je vais dire, c'est ce qui manque un peu dans les programmes d'accélération. C'est-à-dire, réellement, ces petits détails-là. On va t'apprendre à pouvoir monter un projet, regarder le business plan, valider le marché et tout ça. Là encore, c'est pas tout ce qui arrive réellement, puisque réellement, il faut un entrepreneur pour suivre un entrepreneur, pour moi en fait. Ouais. Parce que c'est un peu différent. Donc, à ce niveau-là, il y a très peu encore d'incubateurs qui arrivent à réellement suivre, et à délivrer. Donc, tu vas te retrouver, tu vas finir un programme,
et tu vas regarder le pitch deck des personnes qui ont suivi ce programme-là, tu vas te demander réellement, On passait par quoi? Ils sont quittés où? qui sont forcément les personnes qui les ont coachés au fait. Donc c'est assez compliqué. Moi, j'ai regardé un documentaire sur le M Studio. Et bon, c'est Jean-Yves Bragbo, hein, le youtubeur, l'investisseur africain. Donc, il est passé au M Studio parce qu'il essayait de faire une télé-réalité. Donc, il est passé au M Studio avec certains projets qui normalement sont des startups. Mais comment j'ai regardé les pitch decks, et c'était Leslie qui était chargé de donner des feedbacks. Quand je regarde les pitch decks, je dis, mais en fait, passer à Metz, là, ou bien passer dans un incubateur, en fait, ça te change vraiment ton mindset. Parce que tu vas penser que genre, tu as un bon projet, ça marche, la technique marche, c'est fini, les utilisateurs vont venir. Mais tu oublies qu'il y a plusieurs qui est des decision makers en fait, dans la chaîne. Il n'y a pas que des utilisateurs. Après, tu as besoin de fonds. Il faut présenter aussi ton projet aux gens qui peuvent te donner des fonds. Donc, c'est aussi important. Je ne sais pas si cet enjeu-là est compris par nos incubateurs, mais bon, on espère. Et même, on n'a pas forcément d'avoir forcément toutes les compétences. Ah. C'est-à-dire, on peut pouvoir réellement déléguer ou faire certaines tâches dans lesquelles on n'est pas forcément les meilleurs. Pas parce que tu es le CEO que tu dois forcément faire le pitch deck. Le pitch deck, c'est vrai. Tu te rends compte que ton design de ton PowerPoint, il est bof. Ouais. Le fond s'en fout des designs. Tu vois. Donc, Ok, il y a du lorsque test. tu as terminé au fait ton texte, les messages que tu veux passer, tout ça, trouve un graphiste ou une personne au fait qui a une sensibilité beaucoup plus différente qui pourra venir regarder et mettre à jour au fait le document. Donc, je pense qu'on peut parler aussi de comment structurer son projet de telle façon qu'on met son équipe en avant pour plaire ou pour réussir à convaincre les VC. Parce que généralement, à Metz, nous, on nous disait, le slide qu'on attend là, c'est l'équipe. C'est-à-dire, vous avez fini de parler, traction, ok. Mais qui est en train de me parler? Exactement. Donc, selon vous, avec l'expérience que vous avez, comment est-ce qu'il faut mieux se positionner pour montrer qu'on est la ressource, qu'on est la personne idéale pour faire le projet qu'on défend? Ouais, ce que tu as dit est très, très vrai. La question, surtout quand on est en early stage, quand on est encore au début, on se demande toujours, parce que réellement le VC n'a pas de matière en fait pour évaluer si la startup va marcher ou pas. Il n'a pas de matière vraiment pour évaluer. Si tu veux, il n'a pas de chiffres comme si tu étais une grosse entreprise ou tu étais une entreprise. Il n'a pas ce chiffre. Donc finalement, il ne fait que s'appuyer sur qui sont les founders. Donc quand il dit qui sont les founders, la question qui se pose c'est est-ce que ces founders-là déjà, ils ont la vision qu'il faut pour pouvoir emmener ce projet-là? Ensuite, est-ce que ces founders-là ont la connaissance du marché? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le founder market fit. Est-ce que réellement, tu es un founder qui connaît réellement ce marché-là, qui le connaît tellement bien que même si demain, tu dois taper pour tout quelque part avec ton produit, tu pourras itérer et puis pivoter quand il le faut. Tu vois. Ensuite, est-ce que le founder a l'expérience? Parce que aussi, c'est vrai, le Mark Zuckerberg, on a vu le Mark Zuckerberg. Oui, il était lycéen. Étudiant. Il était étudiant et autres. Mais en réalité, quand on regarde, il avait l'expérience du problème. Parce que il a fait le truc un peu à cause de lui-même. Du fait que, bien sûr, je suis étudiant et je n'arrive pas forcément à socialiser avec les autres. Donc, cette expérience-là le mettait vraiment au-dessus du lot. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là ne peut pas vraiment réellement faire Facebook ou bien faire le test que Facebook soit comme ça. Bien sûr, après, sa vision a beaucoup plus grande, a évolué et tout, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir, en fait. On veut savoir, est-ce que toi, tu connais tellement bien ton marché, est-ce que le problème, tu le maîtrises? Et puis, est-ce que vous avez l'expérience pour pouvoir y aller? Wow. Et puis, bien sûr, l'équipe fondatrice, est-ce que vous êtes assez complémentaires? Et puis ensuite, même la dynamique de travail que vous avez. Parce que c'est ça. Moi, je dis, au départ, si ceux-là, c'était toujours les clash, et puis les gars les trouvaient dedans, les gars n'avaient pas voulu mettre leur main là-dedans. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ont une relation beaucoup plus saine, qui va faire que c'est beaucoup plus intéressant maintenant d'investir. Parce que tu te dis, si ça clash trop, et je pense qu'on a eu cet exemple à Metz même.
On avait eu un projet, bon, pas nous, mais il y avait un projet qui était super intéressant. Le projet le plus ouf. Le plus ouf pour nous. Les dernières minutes. Dernière minute, on a dit qu'elles sont clashées. Et puis, le gars dit, bon, c'est bon, si c'est comme ça, là, on coupe, on donne pas l'argent. C'est pour dire que finalement, on aime le projet, on aime qui vous êtes, mais si vous ne pouvez pas travailler ensemble, ça sert à rien, en fait, de pouvoir investir. Tu vois. Donc, c'est super important de tout ça, dynamique. Et même avant d'investir, la dynamique, ils vont vous voir. Ils vont vouloir causer avec vous avec tous les cofondateurs. Si vous avez un bureau, ils vont vouloir partir au bureau pour regarder comment ça se passe là-bas. Ils vont passer une journée avec vous. Il y a des choses qu'on va se cacher, tu vois. Donc, c'est tout ça qu'ils vont regarder finalement pour pouvoir, comment je vais dire ça? Décider. Mais au niveau du pitch, il faudrait montrer que vous avez le founder market fit, l'expérience, et puis surtout que vous maîtrisez le problème. Donc, ça signifie, en fait, c'est tellement bien dit, et ça m'amène à me poser une question. Ça signifie que lorsqu'on est passionné par quelque chose, supposons que moi, je suis passionné par un problème, mais je n'ai aucune compétence pour résoudre ce problème. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas la bonne personne pour résoudre ce problème? Je cherche quelqu'un qui a les compétences. D'accord. Donc, je suis passionné, je cherche quelqu'un qui a les compétences. Ma passion plus ses compétences. Bon, ça ne dit pas les compétences techniques? Bon, en fait, je prends un exemple simple. Je suis passionné par l'intelligence artificielle. Mais je n'ai jamais construit quelque chose développer. Mais voilà les problèmes. Tu ne dois pas être passionné par une technologie, mais plutôt être passionné par le problème que tu résous. Ok. Tu vois, ça, c'est un point qui... si tu veux, moi, je vois ça comme ça. Hein. Je me dis, quand on est passionné par la technologie, on veut juste faire quelque chose par rapport à la technologie. Mais quand tu fais une start-up, ce n'est plus tellement la technologie qui compte. C'est plus quel est le problème que vous essayez de résoudre avec cette technologie-là. Mais tu vois, dernièrement aussi, avec la vague d'intelligence artificielle, c'est-à-dire tous ceux qui rentrent travailler ici maintenant, là, tous ceux, c'est-à-dire la cohorte qu'ils ont pris, je crois l'année passée, même cette année, c'est AI. Bon, moi je me dis souvent aussi, c'est vrai qu'en Afrique, on parle généralement des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire des problèmes, comment on les appelle même? J'oublie le nom, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est le genre de Max, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, exactement. Voilà. Les besoins primaires. Voilà, les besoins primaires. Et on te demande souvent, est-ce que ton produit, est-ce que ta start-up, c'est une vitamine ou bien... C'est un painkiller. Voilà, c'est un painkiller. Donc, si tu es passionné par une vitamine et que tu vois que, bon, il y a cette vague de AI, tu vois, tu peux être amené aussi à construire quelque chose sur les AI. Même si tu n'es pas passionné par... Je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau, en fait. Non. Il faut être passionné déjà par quelque chose dans le problème. Tu es passionné par la technologie. Ou tu es juste passionné par l'argent. Tu veux résoudre un problème avec la technologie. Ah, c'est pas faux, hein. Le problème, il veut l'argent. Attends, tu as vu que les gens ils levaient plus. Il veut lever. Tu as l'argent, c'est là que tu veux. Ça, en fait, c'est des choses qui se passent réellement. On sait qu'il y a des gens qui bullent. Ça existe. Qui bullent pour rentrer dans des programmes, pour lever des fonds. Ça existe. Oui. Et c'est fréquent. Oui. Tu as vu, il y a une technologie. Et à un moment donné, là. C'est comme les blockchains. Merci. Il y avait des centaines de projets blockchain. Ce qui faisait que nous, les filles, nous ont tellement découragés. À un moment donné, ça nous empêchait de réfléchir. Je veux dire que ça empêche l'innovation, en fait. Parce que quand tu veux genre, dire que genre, dans ton produit, il y a AI, forcément, ils vont t'attacher. Tu vas laisser... Ils vont dire quel AI. C'est if else. Est-ce que tu ne peux pas résoudre ça avec if else? Non, fais-le, j'étais one gars. Mais c'est vrai, c'était beaucoup de if else. Tu as parlé de blockchain. Ils vont dire, eux, ils sont persuadés que sans la blockchain, tu peux résoudre le problème. Donc pourquoi tu veux mettre blockchain là-dedans? Alors que c'est des technologies qui existent. En fait, derrière, il y a la trend qui est là. Tu essaies de jump la trend. Mais il faut se dire, en fait, tel est le problème qu'ils essaient de résoudre toujours. Si c'est, par exemple, c'est la nourriture ou c'est un service de livraison, mais que tu as utilisé l'AI, ça marche. Peut-être que tu n'as pas forcément les compétences, mais tu as déjà trouvé, en fait, le cadre, la vision. Derrière, c'est, je vais trouver maintenant un associé technique
que lui comprend réellement. Quand tu es en train de tester ta vision, tu dis, ok, tu dis ça, mais voici comment moi je l'ai implémenté derrière. Exactement. Et c'est là ta mission, en fait. C'est le but, de fait, l'équipe, au fait, qui pourra permettre de réaliser cette mission-là. Parce que, par exemple, le rôle du CEO, c'est ça. Ce n'est pas d'aller faire le day-to-day. Son travail, c'est d'assurer que tout le monde est heureux de travailler ensemble. C'est le but du CEO. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'on a une vision, c'est de juste trouver l'équipe et s'assurer que tout le monde fait son travail au fait, quoi. C'est une nouvelle technologie. Hein. C'est pas si simple. Mais en tout cas, tu as parlé du rôle du CEO. Au fait, il veut l'argent. Il veut ses 100 millions. Ça existe, le game est rude. La vie est chère. Bon, on en a vu, hein. Moi, c'est pas que tu fais de l'appareil, là. Ton collègue qui était censé, au fait, lorsqu'on parle... Rabbit. Par exemple, eux, c'était quoi? Ils ont juste utilisé, bon, l'exemple technical, ils ont utilisé Selenium, qu'ils ont mis ChatGPT derrière, et lorsque tu fais ta requête, le bot se lève, il s'en retrouve, chercher l'information, et il ramène, et il parle. Ils n'ont rien fait, mais ils te disaient que c'était de l'AI, que c'était pas ChatGPT, qu'ils ont inventé leur propre modèle et tout ça. Donc, oui, ces games-là existent et ils sont encore nombreux. C'est comme, bon, les plateformes de coding. Il y avait une plateforme là, qui était censée remplacer tous les développeurs. Ouais, qui développait elle-même là. C'était une intelligence artificielle. Une intelligence, Marvin, c'est ça? Marvin ou quoi? C'est un Chinois qui vit au States qui avait fait ça. Voilà. Moi, c'est Marvin. Ok. Il était censé remplacer les développeurs. Et il coûtait, je pense, $200. Waouh. Ah, lui, là, quel problème il résout? Quel est le problème qu'il résout? Tu vas pas payer les développeurs? Pas bien les développeurs. Tu lui dis ta tâche et l'application s'exécute seule. Moi, je me dis, Mais moi, je me dis que de la même manière que au niveau produit, il y a des gens qui sont product-led, il y a des gens qui sont sales-led. C'est de la même manière que quand tu réfléchis à... Il y a des gens qui ne sont pas forcément problème-led. Ils ne sont pas forcément... Non, moi j'ai lu tellement d'articles et puis je sais que ça existe. Peut-être qu'après je vais trouver les liens, je vais vous partager je vais vous partager en off. Mais ça existe. Des gens qui sont passionnés plutôt par l'innovation. C'est-à-dire il n'y a pas de problème. Bon, si tu me dis par exemple SpaceX, quand on regarde leur concurrent direct, c'est la NASA. Ouais. Est-ce que tu penses que Elon Musk, il y a un problème qu'il voulait résoudre? Bon, Non, le problème, il veut aller sur la Mars. Terre est en train de mourir. Il veut aller sur Mars. Il va t'envoyer sur Mars. Il va t'envoyer sur Mars. Plus par l'innovation, c'est innovateur. Moi, c'est comme ça. Non. Moi, je veux dire le problème économique qu'il y avait. Oui. Les fusées coûtaient très cher à faire. C'était pas réutilisable. C'était pas réutilisable. C'est vrai. Et lui, grâce à son, j'adore sa manière de penser, First Principles, il est arrivé au fait que, écoutez, voilà les différentes parties qui sont les plus chères. Il a tout fait. Eux-mêmes, je crois, parce que quoi, manufacture, ils fabriquent tout ça in-house. Ils le font. Et puis aujourd'hui, tu as la fusée qui est réutilisable. Donc en réalité, tu vois, tu dis innovation, mais finalement, quand tu te rends bien compte que c'était, si tu veux, économique, dans ce sens-là où... Bon, je vais aller sur Mars. Quel est le problème qui résout? La tante est mourir. Non. En fait, un test précis. Il faut que, par exemple, si tu as une fondation. Donc, si Elon Musk est en train de pitcher, genre le slide où il y a problème, la Terre est en train de mourir, solution... Non, la Terre est en train de mourir, Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, il a résolu des problèmes déjà pratiques. Exactement. Il a déjà montré qu'il est capable d'aller au bout de ses idées. Okay. Donc, vu qu'il a déjà réglé plein de problèmes, donc les investisseurs se disent, OK, s'il y a quelqu'un qui peut nous envoyer sur Mars, c'est lui. Donc, remettons-nous l'argent et c'est tout. Hein. Il va se débrouiller, il va le faire. Et puis surtout que l'homme a toujours voulu aller sur Mars. Exactement. Dans l'espace ou bien sur Mars? Non, sur Mars. Sur Mars. Il y a combien de films qui parlent de Mars? Exactement. Il y a juste ça. Ça a toujours été dans l'imaginaire de l'homme. Donc finalement, il se dit, c'est un problème pour l'homme. Donc pourquoi pas résoudre cela? Et Dieu merci, il est tombé encore sur l'autre problème économique,
qu'il a pu régler. Tu vois, donc finalement, je me dis toujours que, en vrai, le problème là, il peut être aspirationnel. Ça peut ne pas être un problème, comme tu as dit, on l'a dit tout à l'heure, qui est dans la pyramide de Maslow. Mais en réalité, c'est dans la pyramide de Maslow parce que ça est au top de la pyramide. Lui, aujourd'hui, il n'a pas les mêmes problèmes que les Africains. On n'a pas les mêmes pyramides. On n'est pas au même niveau de la pyramide, tu vois. Donc, ce gars, à son niveau de la pyramide, chez eux là-bas, ils sont beaucoup plus aspirationnels. On veut pouvoir, tu vois, conquérir, on veut pouvoir aller sur d'autres planètes. Et regarde même le positionnement de Tesla. Il ne se positionne pas comme des vendeurs de véhicules. Il se positionne beaucoup plus la robotique, l'AI et autres. Donc, ce qui fait que l'évaluation de Tesla, ça n'a rien à voir comme des compagnies comme Mitsubishi, comme Ford et autres. Quand tu as l'évaluation et que tu as la valuation de Tesla, tu te dis, mais attends, ils ne sont pas censés faire la même chose. Wow, super. Et ça me fait penser à beaucoup de choses, mais bon, je pense qu'on a pas mal d'épisodes. Pas mal d'épisodes à venir, on pourra rentrer en détail. Ok, quels sont les rôles clés d'une startup? C'est-à-dire, lorsque tu commences ta startup, est-ce que tu as besoin d'un CTO, tu as besoin d'un CPO, tu as besoin d'un CEO? Quels sont les rôles qui sont nécessaires, surtout lorsqu'on débute? Quelqu'un qui va vendre, quelqu'un qui va faire le produit. Donc, c'est même pas à faire les CEO, CPO. Moi, au départ, je n'aime pas les titres. C'est juste des titres. Wow, c'est juste des titres. Au départ, je me dis que vous avez des titres pourquoi, en fait? On cherche un hustler. Vous n'êtes même pas encore arrivé. Honnêtement, vous n'êtes pas. La startup n'est même pas encore. Tu es CEO, mais où sont tes employés? Tu es CEO de quoi, même? Et c'est pas déjà sur les pas. Hein. Il te dit, il se bat sur les pas comme ça. Que non, moi, il va voir 58%. Ah, frère! Non. Pour moi, en fait, c'est ça. Au départ, vous n'avez pas besoin de titres. Au départ, vous savez que c'est plutôt les compétences que vous devez regarder. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut faire le produit? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut aller vendre la solution? C'est ça, en fait. Si vous avez ces deux-là, c'est vrai aussi que parfois, celui qui veut vendre veut rentrer dans le produit. Tu vois? Et celui qui veut rentrer qui est dans le produit, qui veut rentrer aussi dans la vente. Mais finalement, si vous comprenez bien, pour moi, en fait, je pense que ça pourrait aller si vous avez ces deux compétences-là. Deux compétences. Ces compétences-là peuvent être aussi, je vais dire, par exemple, le produit, ça peut être subdivisé dans le sens de celui qui est très technique, donc il va s'occuper seulement que de l'ingénierie. Et puis tu as celui qui est très user experience, qui va s'occuper de tout ce qui est design et autres. Et puis maintenant, celui qui va aller vendre tout simplement. Donc vendre aux investisseurs, vendre aux clients, vendre, tu vois. Donc pour moi, ce sont plutôt ces compétences, je pense, dont on a besoin. Les rôles, je me dis, attendez qu'on va avoir au moins 5-10 employés comme ça. Par exemple, lorsque je reçois la demande au fait d'une startup que c'est lancé, au départ, la majeure partie du temps, il faut se dire, OK, on a un CTO et on va maintenant chercher à recruter des juniors développeurs pour venir travailler sur la solution et puis faire quelque chose. Mais lorsque tu regardes, lui, il est CTO de la compagnie, mais en termes d'expérience professionnelle, il n'a pas plus de 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est pas réellement encore ce qu'on appelle un CTO. Parce que le CTO, il faut déjà penser déjà à plus de 7 ans d'expérience professionnelle. Parce qu'il doit maîtriser déjà le business à côté. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est, OK, allez prendre déjà 1 ou 2 seniors qui savent exactement comment build un produit qui peut scale. Même si c'est pour faire un MVP, qu'ils fassent déjà des fondations qui sont seulement solides pour que, lorsque eux ont terminé cette tâche-là, vous puissiez maintenant dire, OK, on a bien des personnes de mon équipe. C'est-à-dire 1 junior, 2 juniors, qui vont venir rapidement apprendre avec les consultants qui sont là et pouvoir maintenant livrer le produit. Mais la majeure partie du temps, lorsqu'on se concentre sur ces titres-là, le CTO, ce sera difficile pour lui de dire qu'il va recruter quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience dans le développement et c'est lui qui doit donner au fait des ordres et des directives. Lorsque le consultant lui dit non, mais oui, tu es le CTO, mais non, je ne pense pas que ça c'est correct, cette manière d'approcher les choses. Ça crée des clashs inutiles. C'est pourquoi lorsqu'il dit de ne pas tout se concentrer sur les titres. Au départ, on essaie réellement de build rapidement, pusher, donner au client qu'il teste rapidement, et puis derrière, on regarde les choses. C'est ça. Maintenant, après, quelles sont les bonnes attitudes à avoir pour ne pas qu'il y ait des chevauchements entre les différents rôles, qu'on puisse travailler en harmonie tous les jours, quoi. Parce que
Moi, je pars du principe que si on a dit que telle personne fait ça, ou bien c'est son rôle qui est là, on considère que c'est lui qui a le plus de compétences là-dedans. Je te coupe pas, hein. Vas-y. Mais lorsqu'on débute là, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, nous tous, tout le travail qu'on est en train de faire là, on arrive, c'est-à-dire, bon, il y a CPO, il y a CMO, tu vois, non? Bon, on est en train de, moi, je suis en train de marketer le produit, toi, tu es en train de concevoir, genre, tu es en train de discuter avec, tu es en train de faire du market research. Moi, je me dis que quand on est marketeur ou bien quand on est au début d'une startup, le marketing, c'est aller faire du market research. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Oui, faire du market research, obtenir ce que les clients veulent, pouvoir l'analyser, et puis pouvoir maintenant, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le marketing, non? Le marketing, et pouvoir maintenant l'interpréter en termes de voilà ce que les gens veulent. Maintenant, celui qui fait produit, il va prendre ça et il va dire bon, ok, voilà ce qu'ils veulent, je vais maintenant traduire ça en product requirement. Ok. Donc, voilà les features qui peuvent rentrer là, voilà les features. Maintenant, le gars technique va regarder, il va dire bon, ça là. Et puis, non, en plus, le product va dire, dépendamment de ce que tu as dit, hein, en termes de. Peut-être tu vas nous dire, voilà ce qui est revenu le plus. Okay. Donc, dans la roadmap, le gars du product va dire, bon, voilà ce qu'on va faire en premier. Les autres là, ça va venir après. Et maintenant, lui, avec le technique, ils vont discuter de, ah bon, comme on y arrive en fait. Le technique va lui dire, ici là, on ne peut pas faire. Ou bien là, on ne peut pas utiliser AI. Maintenant, On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et c'est là où tu vois, en fait, je veux dire, pour moi, c'est une continuité. C'est juste que parfois, on veut tous. C'est à un moment, le marketeur voudrait rentrer en même temps, directement aller voir comment je vais appeler ça? Le dev. Le dev. Alors qu'il y a peut-être le gars product qui peut s'asseoir pour dire, bon, je vois, même en termes d'expérience, comment ça va marcher. Tu vois. Ça, parce que je vais aller faire le market research. Généralement, moi, je pense que c'est les products qui savent quelles sont les questions qu'ils vont poser. Moi, je vais aller faire mon market research avec mon esprit de marketing, mon esprit de vente. Je veux te vendre quelque chose demain. Parce que c'est en même temps le premier moyen de créer un lien avec tes futurs clients. Je vais venir avec mes données. Mon product guy va dire les questions que j'ai posées, ce n'est pas des données potables. Donc, il voudra aller faire avec moi. Ça peut être aussi où vous travaillez avant que tu ne sortes. Vous travaillez ensemble. C'est ça. Pour pouvoir obtenir les questions que vous voulez aller poser. Et puis ensuite, tu pars. Oui, mais généralement, les questions, bon, nous, les interviews qu'on faisait, c'était plus des conversations. OK. Voilà. Donc, c'est pas, même si tu as un lot de questions en tête, mais après, ça peut tourner dans un sens. Et généralement, c'est ce qui arrivait. Ça tourne dans un sens, ça devient une conversation où tu vois même qu'il y a une partie du problème que tu n'avais même pas exploré. Bien sûr. Donc, quand tu reviens vers ton produit, vers celui qui gère le produit, tu lui présentes les données, tu lui présentes les perspectives, voici réellement ce que les clients veulent. Il peut t'accuser. Donc, nous, dans notre cas, moi, dans mon cas précisément, j'allais avec le product. Oui, on travaillait ensemble. Exactement. On travaillait ensemble. Et puis le product a fait market research aussi. Exactement. C'est ce qu'il faisait aussi avec Voilà. mon associé. Ça a fait que les discussions inutiles, ça s'est arrêté net. Parce que moi, sur le marché, en train de discuter avec les clients, on écoute nous deux, le même feedback. On essaie de challenger, on se rend compte qu'on va sur une mauvaise route. Donc, à la fin, ça règle la discussion, en fait. Et pendant qu'on en parle, en même temps, ça me rappelle que, en réalité, au départ, tout le monde doit aller. Oui. Que ce soit le CTO, bon. Tout le monde. Le Tout le monde doit aller. développeur, tout le monde. CEO, tout le monde. Tout le monde doit aller. Parce que finalement, tu te rends bien compte que si vous trois, vous n'êtes pas au même niveau de compréhension et d'information à propos du problème, vous allez beaucoup clasher derrière, en fait. Oui. Parce que quand tu reviens, tu dis, ah, c'est ce qu'on dit sur le terrain là-bas. À dire, oh, ah, c'est ton client, mais c'est la personne là. C'est pas ce que les autres veulent, au fait. Parce que si comme tu as dit tantôt, si tu veux tirer le projet vers toi, c'est-à-dire, on nous a dit la même chose, hein. Mais toi, tu as trouvé le moyen de tirer vers ce que toi, tu veux qu'on build. Donc, c'est vrai. En tout cas, je pense que ça a été un très bel épisode. On pensait avoir sommeil au début, mais moi, je pense que vraiment, on a fait un très bel épisode. Ouais, très bel épisode aujourd'hui. On se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.